Bonjour tout le monde. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que le panel d'aujourd'hui est, comme le précédent, organisé en mode hybride, donc en présentiel et à distance. Et il porte sur la ZLECAf, un sujet toujours actuel dans l'agenda de l'intégration régionale et dans l'agenda de développement de nos pays. La ZLECAf, c'est beaucoup d'opportunités. C'est un marché régional très vaste, aussi bien en termes de nombre de population qu'en termes de niveau de revenus. Parce que si on prend le PIB consolidé des pays concernés, on obtient une masse critique non négligeable. La ZLECAf, c'est des opportunités pour développer des chaînes de valeur. Tout le monde sait que les économies africaines sont pour la plupart des économies basées sur les produits primaires, très peu complexes, très peu diversifiés. Et la ZLECAf offre des opportunités pour l'Afrique de développer des avantages comparatifs dans des secteurs stratégiques comme l'industrie pharmaceutique, et ainsi de suite, en jouant sur la taille de marché. Je ne vais pas faire la conférence à la place des panélistes. Je voudrais juste introduire rapidement le sujet et vous dire que pour traiter ce sujet, nous avons réuni autour de cette table, également en mode hybride, parce qu'il y a des panélistes qui interviennent en présentiel et des panélistes qui interviennent en distanciel. On est au total 5 panélistes et je vais commencer par présenter les panélistes qui interviennent à distance. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par la seule dame du panel, Madame Ways Musonge. Madame Ways Musonge est un spécialiste du droit et de la politique de commerce international au sein de la division développement de l'Organisation mondiale du commerce. Elle a une bonne connaissance des besoins et des intérêts des pays en développement, des petites économies et des pays moins avancés dans le système commercial multilatéral. Elle est titulaire d'un master en droit international et en économie du World Trade Institute de Berne, en Suisse, et d'une licence en administration des affaires. Elle est l'auteur de plusieurs articles sur le commerce et a contribué à beaucoup de publications sur les questions liées au commerce et au développement. Professeur Landry Signé, un ami que je présente avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir, tout comme le plaisir que j'ai eu à présenter Madame Ways Musonge. Landry est un professeur, je dois dire qu'il est mondialement connu dans son domaine. C'est un auteur qui a été primé à maintes occasions. C'est un penseur sur des sujets d'avant-garde. Il a fait des publications extrêmement importantes pour résoudre les défis mondiaux et maximiser les opportunités, notamment en Afrique. Il a reçu plus de 80 prix et distinctions. Il a publié plus de 200 travaux et donné plus de 1000 conférences, y compris témoigner devant le Sénat américain et devant le Parlement canadien sur des sujets qui intéressent l'Afrique et le développement d'Afrique. Il a fait des interventions au niveau de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, au niveau de la Banque mondiale et au niveau de l'OCDE. Il est Senior Fellow à la Brookings Institution et il est co-président du groupe d'action sur l'Afrique au Forum économique mondial. Il est professeur et directeur exécutif à Thunderbird et il conseille beaucoup de policymakers en Afrique, y compris des chefs d'État et des présidents d'institutions multilatérales. Momar Souran. Momar Souran est un transporteur sénégalais bien connu
qui est un self-made man avec plusieurs casquettes. Il est membre du conseil d'administration de la Banque agricole où il représente les personnes physiques, les petits porteurs. Il est également président de la commission transport au sein du GES, Groupement économique du Sénégal, et il coordonne le collectif des acteurs du transport routier du Sénégal. Il est par ailleurs membre du bureau pour la facilitation des échanges commerciaux pour la gestion du corridor Dakar-Bamako. Il a un important parc automobile et en tant que transporteur, il ne se limite pas seulement au marché sénégalais, il mène les activités de transport dans beaucoup de pays africains. Donc il va nous parler de l'AFCA dans une perspective pratique, celle du secteur privé. Malick Sané, professeur Malick Sané, on ne le présente plus. C'est un professeur titulaire des universités et enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il dirige la formation doctorale commerce et négociation commerciale, négociation internationale à l'école doctorale sciences politiques, juridiques, économiques et de gestion. Professeur Sané est aussi directeur du laboratoire de politique commerciale Labocom de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est aussi l'auteur de plusieurs publications et mène des activités de consultance dans le domaine du commerce et de l'environnement. Alors, sans tarder, on va attaquer le vif du sujet. Je commencerai par donner la parole tour à tour aux panélistes, et après quoi, on va prendre les questions du public, ceux qui sont dans la salle et ceux qui nous suivent en ligne, et après quoi, on va faire un autre tour des panélistes. Le tout devrait durer autour d'1 heure 30 minutes, comme d'habitude. Alors, sans plus tarder, on va donner la parole à Madame Ways Moussangué, qui va nous donner ses perspectives par rapport au sujet de la SLECAF. Ways, vous avez la parole. Bonjour pour ceux qui nous suivent en ligne et merci beaucoup aux organisateurs pour m'avoir invité à participer à cet événement. C'est donc pour moi un immense plaisir malgré que je sois en distance, mais je suis avec vous de tout cœur. Alors, cet accord dont on parle aujourd'hui est pour moi vraiment une fierté que je porte avec moi tous les jours, malgré que je sois ici à Genève, à l'OMC. D'autant plus parce que j'étais dans cette fameuse salle à Kigali, le 21 mars 2018, lorsque la ZLECAf a été signée par les pays qui font partie de l'Union africaine. Donc, en vue du temps, je vais aller droit au but concernant les questions qu'on nous a demandé d'aborder cet après-midi. Et je vais commencer par les opportunités que la ZLECAf ouvre ou offert aux pays en Afrique. Comme vous le savez déjà, cet accord vise à intégrer tous les marchés africains. Et si cet accord est mis en œuvre comme il le faut, ça va générer un PIB combiné de plus de 3 000 millions de dollars. C'est énorme. Et ça ouvre aussi un marché de plus de 1,3 milliard de personnes. Nous avons un très grand continent, donc il faut vraiment faire prendre avantage de cette. En général, on dit un grand marché ou un marché plus grand est aussi un marché plus attractif pour l'investissement. Donc, la ZLECAf et la mise en œuvre, d'accord, pourra stimuler les avantages et les investissements qui peuvent créer des millions d'emplois en Afrique. Et là, comme vous le savez, l'amélioration des activités économiques qui pourra être entamée par la mise en œuvre de la ZLECAf ouvre les opportunités d'emploi, surtout pour nos jeunes. Et je pense que cela va entraîner une réduction significative de la pauvreté que nous vivons sur le continent. J'aimerais aussi dire que quand on parle des opportunités de la ZLECAf, le marché continental en Afrique, surtout dans le cadre de la ZLECAf,
pourrait augmenter le commerce intra-africain et je tiens beaucoup à cette rêve-là, plus de 52,3%. Ça, c'est des chiffres qui ont été soumis par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Et aussi, ça prévoit une hausse de 9 000 milliards de dollars d'ici 2050. J'espère que nous tous, on serait toujours vivantes pour vivre cette occasion. Alors, selon d'autres prévisions aussi, les dépenses combinées des entreprises africaines et des consommateurs en Afrique devraient atteindre 6,7 milliards de dollars d'ici 2030. Donc là, on parle de 5 ans. Donc, on y est. L'Afrique possède la population la plus jeune du monde, avec maintenant plus de 400 000 jeunes âgés de 15 à 35 ans. Par conséquent, à mon avis, la ZLECAf présente une opportunité pour les femmes et les jeunes qui comptent parmi nos atouts les plus précieux du continent aujourd'hui. Donc, nous devons saisir comme une opportunité de croissance économique. Il est très clair aussi que les femmes et les jeunes en Afrique sont les principaux moteurs de l'immense potentiel que cet accord présente pour le continent africain. Mais ceci ne se fera sauf si nous déployons des efforts concertés pour les intégrer aussi comme des piliers essentiels dans chaque processus de la mise en œuvre de l'accord. Sur ce point-là, j'aimerais vous dire que l'OMC collabore avec des institutions telles que le Centre de commerce international qui est basé ici à Genève. Je pense que la plupart de vous connaissez déjà, ITC. Et nous accompagnons les jeunes entrepreneurs, surtout les femmes, pour renforcer la capacité ou tirer davantage les opportunités que présente la ZLECAf. Un autre point que je trouve très important que la ZLECAf pourrait aussi apporter à l'Afrique, c'est d'encourager nos économies concernant le développement industriel en favorisant la production à valeur ajoutée et aussi en réduisant la dépendance aux importations des matières premières. Ce matin, j'ai suivi un panel de la CNUSED ici où on a longuement abordé cette question-là. Et je pense qu'avec la ZLECAf, les pays africains ont également la possibilité d'ajouter de la valeur aux produits agricoles et à nos ressources minérales. Et j'ai le plaisir de vous dire que le groupe des ambassadeurs et les experts africains, les négociateurs ici à Genève, un travail formidable sur cette question presque au quotidien ici à l'OMC. Donc, la ZLECAf favorise aussi l'intégration et la coopération régionale. Je pense que c'est une des buts pour la raison d'être de cet accord. Et c'est une initiative aussi de nos arrière-grands-pères qui a duré de longues années pour promouvoir l'intégration régionale. Donc, dit pour le secteur privé aussi de l'Afrique, je pense qu'on a des panélistes qui sont mieux placés de parler de ça. Mais je pense que le secteur privé pourrait aussi voir la ZLECAf comme une opportunité pour contribuer à la création de valeur ajoutée pour les produits qui sont fabriqués en Afrique, tout en utilisant les différences régionales pour développer les chaînes de valeur. Nous devons apprendre de l'un à l'autre. Et en ce qui concerne le financement, là, je pense que tout le monde dans la salle le sait, avec la fermeture, si je peux utiliser ce mot-là, des aides de l'étranger, je pense que cet accord, pour nous, crée aussi une opportunité pour que le système panafricain de paiement, des règlements financiers sur le continent puisse voir le jour. Et sur le continent, je vois déjà de plus en plus des banques de développement, mais
Et on espère que les financements que nous essayons de rassembler vont nous aider, surtout dans si je peux utiliser le mot, on a un déficit quand on parle de l'infrastructure en Afrique. Donc, on compte beaucoup sur la ZLECAf, la mobilisation des finances pour la mise en œuvre de la ZLECAf, de nous aider à combler ce vide-là. Selon dire, on voit très bien un accord pour moi, on a tant des opportunités, tant d'avantages. Néanmoins, il y a des défis auxquels l'Afrique fait face. Et ce défi-là, je pense qu'on pourrait le surmonter si nous travaillons tous ensemble. La première défi que moi je vois, c'est la forte dépendance aux chaînes d'approvisionnement mondiales qui entrave la mise en œuvre effective de la ZLECAf. Alors qu'on voit des pays comme la Chine qui continuent de fournir et d'exporter des produits manufacturés, bon marché vers l'Afrique, les industries nationales en Afrique sont évincées en raison de coûts de production élevés. Donc, je pense qu'on pourrait aussi aborder cette question lors de nos discussions aujourd'hui. Nous avons aussi les obstacles non tarifaires et la manque d'infrastructures, comme je viens de dire, de transport et de communication de base. Sans ça, ça serait très difficile pour nos pays de vraiment avoir des résultats sur cet accord. Un autre véritable test de la ZLECAf serait de voir dans quelle mesure nous pouvons uniformiser les règles de jeu sur le terrain, sur le continent, tout en créant les opportunités pour tout le monde, surtout pour nos petites, je vais utiliser le mot micro, petites et moyennes entreprises, en particulier celles qui sont dirigées par des jeunes ainsi que par des femmes. Alors, juste pour donner aussi la place à nos autres panélistes, j'aimerais conclure par dire que le potentiel en Afrique n'est bon que dans la mesure où il est mis en œuvre. Et pour moi, cette session ou nos discussions devaient particulièrement toucher ou apporter plus de valeur si on peut parler des solutions spécifiques qu'on peut apporter aux pays qui ont des difficultés pour mettre cet accord en œuvre. Et au sein de l'OMC, la bonne nouvelle, c'est que depuis les négociations de l'accord, donc même avant la mise en œuvre, et depuis 2018, nous travaillons de près avec l'Union africaine ainsi qu'avec le secrétariat de la ZLECAf pour accompagner les pays qui sont en train qui font face aux défis. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une initiative très intéressante au sein de l'OMC, le cadre intégré renforcé, qui mène plusieurs projets dans l'Afrique de l'Ouest. Et je vais juste citer quelques exemples avant de vous redonner la parole. En Gambie, dans le cadre intégré renforcé, nous avons soutenu des dialogues de haut niveau avec le secteur privé. Je pense que ça, c'est les initiatives qu'on pourrait aussi répéter dans les autres pays. On a aussi, au Sénégal, là où vous êtes, contribué à l'élaboration de la stratégie nationale de la ZLECAf. Nous avons toujours beaucoup de faire, mais malheureusement, la ZLECAf est un accord régional. Il n'a pas encore été notifié à l'OMC. Donc, du coup, au niveau du secrétariat, nous sommes limités dans le soutien qu'on peut apporter au pays pour la mise en œuvre. Et pour conclure, j'invite, et je ne peux pas voir les gens qui sont dans la salle. Je pense qu'il y a des gens en ligne ainsi que dans la salle. Je les invite à utiliser et à saisir cette opportunité pour bâtir une nouvelle Afrique, l'Afrique que nous tous voulons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Waze. Nous allons sans tarder donner la parole à Landry Signé pour écouter ses perspectives sur la ZLECAf. Landry? Excellent.
Je remerciais déjà pour l'organisation de l'excellente conférence, professeur Mbaye, et aussi Madame Wise, toutes mes félicitations pour votre brillante intervention. Je seconde tout ce que vous avez dit. Mon intervention va être relativement brève. Disons que je vais partager quelques secteurs prioritaires en qualité de coprésident du groupe régional, du groupe d'action régional du Forum économique mondial et le Forum Friends of the African Continental Free Trade Area. L'une des choses qu'on a fait les 3 dernières années, donc, en 2003, on a publié un rapport avec le Forum économique mondial, AFCFTA, A New Era for Global Business and Investment in Africa. Et en 2000, suivi en 2024, donc en 2023, donc AFCFTA, A New Era for Global Business and Investment in Africa, suivi en 2024, An Action Plan to Accelerate Global Business and Investment in Africa. Donc, quels étaient donc les principaux sujets discutés? Le premier rapport a été lancé, les deux rapports ont été lancés en fait à Davos, donc au cours d'un petit déjeuner avec des chefs d'État, chefs de gouvernement, CEO, président du forum économique multinational, incluant Coca-Cola, Volkswagen, entre autres. Et dans le premier plan, donc, qui était la stratégie, on a identifié des secteurs clés euh, alignés avec les priorités aussi bien des investisseurs au niveau mondial que de la ZLECAf elle-même. Donc, ceci s'est fait en partenariat avec la ZLECAf. Donc, dans un premier temps, d'ici 2050, les dépenses combinées des consommateurs, mais aussi des entreprises, vont excéder 16,12 mille milliards de dollars. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important à souligner. Et les 4 secteurs prioritaires, au moins identifiés, incluent le secteur de l'industrie automobile, entre autres. Par exemple, seulement d'ici 2027, il va y avoir une croissance de plus de 42 millions de dollars dans exclusivement ce secteur-là. Mais il y a aussi également, donc ça c'était l'un des secteurs clés considérés où l'industrialisation est importante pour accélérer le commerce intra-régional. Donc le deuxième secteur clé, qui est le secteur aussi agricole et agro-industriel, euh, extrêmement important pour la capacité manufacturière, mais aussi la création d'emplois, la croissance, la lutte contre la pauvreté, avec une croissance qui est anticipée de plus de 574% d'ici euh, 2030, au cas où les tarifs sont éliminés en fonction des règles de la ZLECAf. Donc ça, c'est un deuxième secteur important. Le premier secteur, secteur automobile. Le second secteur, agricole, agri-industriel. Le troisième secteur qui a été identifié comme étant un secteur clé dans la stratégie qui a été lancée en partenariat avec le Forum économique mondial et la ZLECAf est lié au secteur pharmaceutique. Et comme vous le connaissez, l'Afrique produit seulement 3% de ce qu'elle consomme en matière de produits pharmaceutiques. Donc, ça représente un potentiel phénoménal si les conditions appropriées sont créées avec un marché continental, entre autres. Et le quatrième secteur qui a été identifié comme prioritaire est le secteur, et je suis très heureux qu'on ait sur le panel aussi un expert dans le secteur privé sur la question. Donc, c'est le secteur du transport et de la logistique, où il y a une demande qui est aussi projetée de croissance de à peu près 28% d'ici 2030. Donc ça, ce sont les 4 secteurs qui ont été jugés comme étant prioritaires. Et quand on a discuté au niveau du lancement du rapport en 2023, on a aussi discuté de plusieurs outils
qui était important pour faciliter euh, les entreprises continentales mais aussi multinationales. Donc, il y a des initiatives qui sont lancées aussi bien dans un premier temps par le Forum économique mondial lui-même, avec 5 piliers. L'un des premiers piliers qui vise à faciliter le commerce de produits en supportant la collaboration entre le secteur public et le secteur privé, notamment pour la facilitation du commerce avec des mesures spécifiques. On a aussi d'autres reliés au service, à l'investissement, à la facilitation du commerce digital, euh, au commerce inclusif. Je pense que Madame Oise a aussi présenté cette question et aux questions d'intégration de notions environnementales pour les questions de commerce. Donc, la ZLECAf a une stratégie spécifique pour l'engagement du secteur privé. Donc, c'est un outil extrêmement important que je vous encourage aussi à consulter. Et je vais probablement mettre dans le chat avant la fin de l'émission, avant la fin du panel, hein, de liens pour certaines ressources dont vous pourriez avoir accès. Donc, parlant d'opportunités, si on regarde seulement d'ici l'horizon 2030, dans j'ai publié 2 livres sur ces questions-là. L'un, c'est Unlocking Africa Business Potential, qui a été lancé en 2000, et le second, qui a été justement publié juste en janvier et lancé aussi à Davos, Realizing Africa Potential, faisant des projections jusqu'à 2030, mais aussi 2050. Mais si on se focalise exclusivement sur des projections jusqu'en 2030 et qu'on regarde le business to business ou le business to B2C, donc le consumption consumer market en général, donc l'un des secteurs les plus larges avec plus de 740 milliards de dollars, donc c'est le secteur food and beverage, donc des produits alimentaires et des boissons entre autres. Un second secteur, éducation, transport, plus ou moins 397, 400 000 milliards, pas 1000, mais 400 000 milliards de dollars. On a aussi le secteur de l'habitation, housing, dont à peu près 390 milliards de dollars, consumer goods, à peu près 370 milliards de dollars, entre autres. Ça, c'est exclusivement dans la consommation des ménages. Mais maintenant, si on vient au niveau des dépenses des entreprises, seulement dans le secteur agricole et agro-industriel, on a plus de 915 milliards de dollars aussi dans ce secteur-là, la construction et le transport, plus de 784 milliards de dollars, et puis le secteur manufacturier, plus de 666 milliards de dollars. Donc, ce que je veux dire, c'est que d'après les projections et en fonction de la mise en œuvre, du succès de la mise en œuvre de la ZLECAf, le potentiel est vraiment immense. Mais maintenant, pour que ce potentiel se réalise avec succès, évidemment, il y a plusieurs... les barrières tarifaires constituent une dimension, mais il y a aussi les questions reliées euh, au coût des affaires. Donc, le transport, exporter un produit, par exemple, envoyer un produit, par exemple, du Cameroun au Tchad, peut parfois coûter plus cher qu'envoyer un produit, euh, ou peut être plus long qu'envoyer un produit du Cameroun à l'Europe, entre autres. Et ça c'est une dimension importante, la mobilité, donc le coût du transport, la facilitation reliée aussi à cette dimension. Et il y a plusieurs, dans l'un des témoignages que j'ai fait au Congrès américain, justement sur la ZLECAf, euh, plusieurs points à prendre en considération au-delà de cette facilité de la création du marché commun, c'est de vraiment d'investir pour réduire le coût d'affaires, pour créer les infrastructures, faciliter l'investissement, mais aussi
s'assurer d'une mise en œuvre avec succès, parce que l'une des interventions que j'aime souvent dire, c'est que ça coûte plus cher en général d'avoir les barrières douanières, tarifaires ou même non tarifaires que de ne pas en avoir. Parce que ça demande d'avoir plus d'action, plus d'investissement, plus de contrôle. Mais maintenant, une autre des dimensions qui est extrêmement importante, euh, le commerce, faciliter le commerce intra-régional est aussi l'un des moyens d'accélérer l'industrialisation. Parce que lorsque les pays africains commercent entre eux, font du commerce entre eux, et plus de 40% des produits sont transformés, alors que lorsque les pays africains s'engagent avec d'autres continents, un peu plus ou moins, dépendamment des années 16, 17, 18% des produits qui sont transformés. Donc, il y a moins de création de valeur ajoutée au niveau local. Je peux m'étendre beaucoup plus longtemps, mais je pense que je vais m'arrêter ici pour donner l'opportunité à d'autres panélistes de pouvoir aussi s'engager. Mais merci encore une fois de plus pour cette opportunité de discuter avec vous. Merci beaucoup, Landry. On va peut-être donner la parole à Mike Sané pour écouter. Voilà, merci, monsieur le recteur, professeur Mbaye, cher ami. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir associé à ce panel qui porte sur une thématique très importante qui, en tout cas, retient l'attention au niveau du continent africain depuis plusieurs années. Saluer également les panélistes avec qui nous sommes cet après-midi, aussi bien en distanciel qu'en présentiel, en l'occurrence le doyen Souran. Bien entendu, je n'oublie pas le public venu pour effectivement partager des moments de réflexion sur le sujet de la ZLECAf. Je ne vais pas revenir sur des développements déjà faits par rapport à nos deux panélistes en distance, notamment sur tout ce qui est motivation de cette zone de libre-échange continentale, sur les objectifs essentiellement de développement du commerce en Afrique, compte tenu du fait que c'est en Afrique où, effectivement, le commerce intra-régional est le plus faible dans le monde, comparativement à l'Europe, où on a entre 65 et 70% de commerce intra-européen. En Amérique latine et en Asie, on est autour de 52% et seulement 17% en Afrique. D'où l'importance véritablement de développer le commerce intra-régional. Il faut que tu approches le micro de la bouche. Ah, d'accord, davantage. D'accord, j'avais peur que ça ne résonne. C'est le contraire. Bien, voilà, donc l'importance véritablement de développer le commerce en Afrique, mais surtout consolider l'intégration régionale. Parce que, comme vous le savez, la zone de libre-échange est seulement la première étape de l'édification de ce qu'on appelle la communauté économique africaine, qui, après la zone de libre-échange, devrait voir suivre l'union douanière, le marché commun africain, l'union économique africaine et enfin l'union économique et monétaire. C'est un programme extrêmement ambitieux qui devrait donc nous mener à l'échéance à avoir un fonds monétaire africain, une banque centrale africaine et une monnaie unique africaine. C'est ça le traité d'Abuja qui a été signé en 1991
ratifié par les pays africains depuis 1994. Et donc la zone de libre-échange, la ZLECAf, c'est la première étape d'un processus qui doit effectivement mener l'Afrique très loin en matière d'intégration. Et je crois que ça mérite d'être su. Peut-être on dira que c'est trop ambitieux, mais je crois qu'il faut vivre aussi de rêves pour pouvoir aller plus loin. Même si, bien entendu, la zone de libre-échange, depuis son lancement, il y a maintenant 5 ans, et en tout cas a pu faire des réalisations. Mais je crois qu'on aurait pu aller un peu plus loin. N'eût été un certain nombre d'événements qui ont retardé, n'est-ce pas, la mise en œuvre de ce processus. Ne serait-ce que rappeler quand même la Covid, qui avait tardé, n'est-ce pas, le démarrage effectif de cette zone de libre-échange, finalement renvoyé à 2021, alors que le point de départ, c'était 2018. Ensuite, on a eu d'autres chocs exogènes qui ont pu impacter assez fortement sur l'économie mondiale et en particulier en Afrique. Bon, je crois que ça mérite d'être signalé. Mais nonobstant cela, la zone de libre-échange a pu quand même faire des pas. Et je voudrais surtout mettre l'accent donc sur l'évolution récente, notamment au niveau de certaines négociations. Parce qu'il faut dire que parmi les 55 États africains, 54 ont effectivement signé l'accord de la zone de libre-échange et 47 l'ont ratifié. Il y a eu également 46 offres tarifaires, notamment sur le commerce des marchandises. Et pour ce qui concerne notamment les règles d'origine, c'est une dimension extrêmement importante pour le commerce africain. Nous avons à peu près 92,4% avec des secteurs liés au textile, à l'habillement, à l'automobile, comme nos prédécesseurs l'ont rappelé. Pour ce qui concerne notamment la mise à jour des négociations sur le commerce des marchandises, 48 offres tarifaires donc ont été soumises aux différents États, notamment par l'intermédiaire des communautés économiques régionales, que sont la CEMAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la CEDEAO bien entendu, et la communauté des États de l'Afrique australe. Il y a également 14 pays qui ont publié leur liste provisoire de concessions, notamment de la catégorie A jusqu'à moins 90%. C'est également des listes de concessions tarifaires, n'est-ce pas, en ce qui concerne notamment un certain nombre de secteurs. Il y a également l'initiative de commerce guidé qui a été lancée. Au départ, on avait 7 pays et depuis 2024, 24 autres pays devraient, n'est-ce pas, rejoindre cette initiative qui consiste, bien entendu, à davantage stimuler le commerce en Afrique, parce que même si beaucoup de pays, n'est-ce pas, ont ratifié, la mise en œuvre effective n'est pas aussi évidente que cela. Et donc, cette initiative commerce guidé devrait pouvoir amener davantage de pays, n'est-ce pas, à répondre aux objectifs de développement du commerce. Autre sujet important en ce qui concerne la mise en œuvre de la zone de libre-échange, ce sont les règles d'origine. Parce que les marchandises doivent circuler à l'intérieur du continent. Et ce qu'il faut éviter, c'est que des produits importés sur le continent puissent circuler, n'est-ce pas, à l'intérieur. Et donc, pour éviter cela, les règles d'origine devraient donc permettre
à ce que les produits qui puissent en tout cas contribuer à ce développement du commerce puissent être fabriqués à l'intérieur du continent, en termes d'emploi, en termes de valeur ajoutée, mais également en termes de possibilités d'industrialisation. Ces règles d'origine, n'est-ce pas, ont une importance extrêmement importante. Outre le commerce des marchandises, c'est également le commerce des services. Comme vous le savez, les services occupent une place importante, de plus en plus importante, dans le commerce mondial. Et à ce niveau-là, 48 États africains ont présenté leurs offres initiales en ce qui concerne notamment les 5 secteurs des services, que sont les services financiers, les communications, les transports, le tourisme, les services également aux entreprises. Et à ce niveau également, il y a 22 projets de liste d'engagement spécifiques qui ont été effectivement déposés par les différents États. Et l'idée, c'est bien entendu de pouvoir encore stimuler davantage ce commerce des services sur lesquels l'Afrique, en tout cas, dispose de possibilités relativement importantes parce qu'il y a moins de barrières à l'entrée que, par exemple, sur le commerce des marchandises où les équipements, les financements peuvent effectivement constituer des obstacles non négligeables. Ensuite, il faut dire qu'au titre des phases 2 et 3, il y a un certain nombre de protocoles, n'est-ce pas, qui ont été effectivement revus à l'intérieur des négociations. C'est le protocole notamment sur l'investissement, c'est le protocole sur les droits de propriété intellectuelle, c'est les protocoles également sur les jeunes et les femmes. 3 protocoles d'importance parce que, comme vous le savez, c'est l'investissement qui fait l'économie. C'est à travers l'investissement, n'est-ce pas, qu'effectivement on peut développer une offre suffisamment importante pour permettre un commerce qui se développe. C'est également garantir, n'est-ce pas, tout ce qui est droit de propriété intellectuelle, qui constitue l'un des domaines nouveaux depuis l'avènement de l'Organisation mondiale du commerce. Et bien entendu, je crois, on l'a déjà souligné, en Afrique, voilà, les jeunes sont majoritaires, à peu près 70% de la population, et bien sûr, une place importante leur est accordée au même titre que donc, les femmes pour pouvoir effectivement faire de ces acteurs-là des acteurs clés pour l'économie africaine. Un autre protocole important et qui aujourd'hui fait l'actualité, c'est le commerce numérique. Ce commerce numérique qui aujourd'hui est l'une des lignes phares dans tous les pays. Au Sénégal récemment, on a effectivement partagé cette vision pour le développement du digital dans notre pays. Et il y a à ce niveau-là, effectivement, une contribution importante qui est attendue du continent africain, étant donné que c'est un secteur relativement nouveau sur lequel, effectivement, on peut, bien entendu, participer au même titre que le reste du monde. Dire également qu'à l'heure actuelle, 5 ans après le lancement de la zone de libre-échange continentale, la première phase est terminée. On est à l'issue de la première phase. Et donc, il a été prévu qu'au bout de 5 ans, que la zone de libre-échange continentale puisse faire l'objet de révision. Et on a lancé présentement, n'est-ce pas, une évaluation pour faire un peu, n'est-ce pas, le bilan sur cette zone de libre-échange pour voir quels sont les correctifs à apporter, n'est-ce pas, au bout de 5 ans et bien entendu prendre également les dispositions nécessaires pour effectivement corriger et aller beaucoup plus de l'avant. Et à ce niveau-là, bon, on a l'un de nos collègues qui travaille beaucoup avec nous, notamment le docteur Fallou Samb, qui est, n'est-ce pas, a été désigné comme l'un des évaluateurs. Et je pense que c'est une étape extrêmement importante compte tenu des difficultés qu'on a rencontrées, compte tenu parfois de la réticence de certains États à, en tout cas, mettre en œuvre effectivement les engagements
mais également de pouvoir corriger sur certains aspects qui devraient permettre, en tout cas, à la zone de libre-échange continentale de donner tous les résultats qui sont attendus à partir, en tout cas, d'un développement, n'est-ce pas, du commerce africain qui pourrait être l'un des leviers de la croissance et du développement, comme le commerce, en tout cas, l'a été dans différentes parties du monde. Voilà, donc, je le modérateur, quelques aspects de mon intervention. Merci. Merci beaucoup, Malik, pour ces développements si intéressants. Last but not least, on va donner la parole aux représentants du secteur privé. Monsieur Momar Souran, qui va donner les perspectives du secteur privé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد barke Borom Touba Mbacké barke Serigne Cheikhouna Abdoul Ahad Mbacké. Au vu des profils des différents panélistes et de l'assistance et dans le milieu où se tient le panel, je me vois obligé de procéder à ce qui est pratiquement devenu un rituel pour moi et qui fut une recommandation de feu mon père. Il me dit ceci un jour quand tu seras dans une assemblée. Avant ta prise de parole, prends bien soin de convoquer ton humilité, de présenter tes excuses à l'assistance pour espérer être bénéficiaire de leur indulgence. Car, me disait-il, le silence est parfois synonyme d'ignorance, mais il peut être aussi un mode de communication que seuls les hommes et les femmes patients en bandoulière étaient en mesure de décrypter. Sur ceci, je vais vous remercier pour nous avoir associés à ce panel et remercier l'assistance et tous les autres panélistes. Le choix du thème renseigne sur la pertinence de ce panel. Moi, je l'aurais intitulé autrement avec votre autorisation pour attirer l'attention des autorités, le rôle du secteur privé pour l'impact de la ZLECAf dans nos économies ouest-africaines. Parce qu'en réalité, tout ce que nous faisons, si le secteur privé ne se retrouve pas dedans, la zone de libre-échange économique ne servira pas à grand-chose. Mais ce qui est à regretter, c'est que généralement, on nous parle d'intégration, on nous parle de communauté économique. Mais ça, les acteurs que nous sommes, nous savons que nous en est loin d'une intégration réelle et d'une communauté économique réelle. Ce qui gêne l'intégration, c'est que chaque État, à chaque fois qu'il sent les intérêts de son pays menacés, brandit sa souveraineté nationale, alors que dans un espace communautaire, on doit parler communauté économique avec l'intégration de tous les peuples, que moi, Sénégalais, une fois au Burkina, je puisse avoir l'assurance que si je rencontre un problème, que je puisse être bénéficiaire d'une justice équitable. Je m'en vais vous donner quelques exemples. Par exemple, on est transporteur sénégalais. Nous allons au Mali. Il nous arrive d'avoir l'assurance carte brune qui est ratifiée par tous ces pays. Mais quand vous commettez un accident, vous êtes mis en prison le temps que vous payez et on vous laisse partir. C'est ça l'intégration. Tout à l'heure, j'ai entendu aussi un des panélistes dire que le fait de faire quitter de la marchandise d'ici sur l'Europe coûtait parfois moins cher, mais il faudrait dire que nous avons des entraves. Aujourd'hui, le facteur numéro 1, c'est les tracasseries. Nous avons une plaque d'immatriculation sur nos véhicules, mais dès que l'on sort de notre territoire, ça fait l'objet de traitements discriminatoires. Et nous n'avons personne, nous sommes laissés à nous-mêmes. C'est bien de faire la ZLECAf, c'est bien de nous mettre en place tous ces outils pour que le secteur africain, le secteur privé africain puisse jouer son rôle. Mais nous avons besoin d'un cadre sécurisé. Et nous ne l'avons pas. Il faudrait que les États se décident, quand ils ratifient une chose, de mettre tous les acteurs au même pied d'égalité. La ZLECAf est là depuis 5 ans. Est-ce qu'un acteur privé y a bénéficié? Moi, je serais prêt aujourd'hui à prendre de la pomme de terre et à aller le vendre à Abidjan. Mais les tracasseries sur les pays que je vais traverser, peut-être que la marchandise sera pourrie avant que je n'arrive à destination. C'est autant d'éléments qui nous arrivent à nous du secteur privé. Aujourd'hui, est-ce que nos États
nous implique dans la réflexion sur la ZLECAf pour que nous puissions avoir la réponse de nos attentes. Parce que si les États se décident à élaborer des stratégies, alors que nous, dans les stratégies, nous ne nous sentons pas en sécurité, mais la ZLECAf va être en 20 mots, c'est comme le trieux. 3 premiers ministres l'ont inauguré au Sénégal et ça reste au point mort. Ce qu'il faudrait, c'est que les États comprennent qu'ils ont en charge la définition du cadre réglementaire dans lequel nous devons évoluer. Et ce cadre réglementaire, ils peuvent le faire quand nous y associons dans la réflexion pour que nous puissions booster l'économie. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de transport, on nous parle de tout ceci. Mais il faudrait développer aussi les moyens de transport. Les routes, la mer, le ferroviaire, et en toute intelligence interconnecter ces différents modes de transport. Parce qu'on a besoin de nous déplacer comme nous voulons. Et si aujourd'hui on réussit ce pari, il va y avoir une économie sur la route. Partout où passe un camion, quand il s'arrête, c'est toute une économie qui se crée autour de cette ville. Donc c'est étant d'éléments. Par exemple, moi je peux aller cultiver, je veux bien aller cultiver au Bénin. C'est un pays que j'ai visité et qui a un fort potentiel agricole. Mais j'ai besoin d'être en sécurité là où je suis. Et les États, parfois, ratifient, signent des traités, mais ne les respectent pas. Et comment voulez-vous que le secteur privé, qui a un seul souci, le retour sur investissement, puisse prendre certains risques? Il faudrait que les États sachent qu'ils ont intérêt, et ça je le dis souvent, au niveau de l'Union africaine, ils auraient intérêt à avoir des membres observateurs du secteur privé pour que les chefs d'État puissent entendre leur voix. Si, par exemple, vous êtes chargé de définir un cadre pour moi, alors qu'à l'échelle nationale, il n'y a pas un cadre de réflexion qui puisse remonter l'information, mais il est évident qu'on va signer des traités, mais je ne serai pas à l'aise. Je vais vous donner un exemple, le contrôle de la surcharge à l'essieu. Et c'est une directive de l'UEMOA qui doit être appliquée. Et ce contrôle de la surcharge à l'essieu, nous leur avions dit, nous le regrettons. C'est fait par des experts, mais c'est inapproprié pour l'instant. Aucun des États signataires ne peut l'appliquer de la même façon. Et l'efficacité d'une règle communautaire, c'est son applicabilité dans la concomitance et dans la simultanéité. Et nous leur avions donné des pistes de réflexion. Nous nous réunissons avec la CEDEAO, mais ça ne donne rien. Il faut donner au secteur privé sa place. Il faut comprendre que c'est le secteur privé qui est pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses. Il faudrait que nos États apprennent à relayer ces frontières, moi, que je constitue, que je prends comme étant des vestiges archéologiques, que nous ont laissés les colonialistes. Je vais vous donner un exemple tout bête. Dans tous les pays de l'Afrique occidentale, il y avait un gouverneur dans chaque pays. Tous étaient rattachés à un gouverneur de colonie à Dakar et ils dépendaient d'un ministère de colonie. Et ils ont exploité nos terres, ils ont construit des villes et leur économie à partir de ça. Aujourd'hui, même si chaque État a un chef d'État, il doit comprendre que nos économies sont faibles et qu'il leur appartient d'aller avec le secteur privé dans un cercle de discussion pour pouvoir corriger la chose. Nous n'échangeons pas entre nous. Moi, le commerce transfrontalier peut bien marcher. Je peux aller acheter du gingembre ou du tamarin du Nigeria et l'amener au Sénégal. Mais la seule inquiétude que c'est la route. Aux États, nous disons, ou à nos dirigeants, mettez en profit la réflexion des universitaires. Associez-y le secteur privé et ainsi vous pourrez atteindre les performances. Mais à vous seuls, dans vos colloques, vous nous servirez des choses, mais nous y adhérerons difficilement. Il est facile de développer le transcommerce. Ça, je vous le dis, si demain, la route est sécurisée, si je sais qu'à la frontière d'un pays, je suis comme chez moi, dans ma chambre, mais les gens vont y aller. Et pour ça, il faut que les États sachent que la CEDEAO des peuples ou la ZLECAf, c'est d'abord les peuples, ce n'est pas eux. Donc, il faut qu'ils le construisent en prenant conscience et en parlant au privé. Le privé est le plus important dans tout ce qu'ils font. Mais nous voyons que le privé est laissé en rade. C'est des réflexions intellectuelles qu'on nous produit.
Mais quand on va dans la mise en œuvre, mais nous nous heurtons à un mur de silence. Aujourd'hui, moi, je veux bien, si je suis dans la zone de libre-échange continentale africaine, que je puisse savoir si j'ai un problème, qui me prend en charge. Quand on met en place un système, il faut avoir un dispositif de surveillance et d'alerte. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole, parce que l'heure est courte, ce que je voulais dire en attendant de relancer la parole à M. Mbaye, mais tout en lui réitérant mes remerciements. Tout en lui réitérant mes remerciements, parce que les transporteurs, généralement, sont vus comme des empêcheurs de tourner en rond. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Soura, mais vous nous avez vraiment éclairé sur beaucoup de sujets, tout comme les autres panélistes l'ont fait. Je crois qu'il y a un certain nombre de points qui sont ressortis des discussions. Personne ne nie l'opportunité que constitue l'ASLECAF pour dépasser les difficultés que nos pays connaissent individuellement et enclencher un processus de développement basé sur des secteurs à forte valeur ajoutée. Les potentialités sont là. Mais je crois que tout le monde a parlé des défis. Et les défis les plus importants, c'est les défis sur l'offre, sur les capacités d'offre de nos pays. Nos pays ont des capacités d'offre assez limitées et c'est ce qui nous confine dans la production de produits primaires, comme on l'a dit tantôt et comme beaucoup de panélistes ont pu revenir sur ça. Alors, on a parlé de règles d'origine. Je crois que Malik a eu raison de parler de ça, parce qu'une pratique très simple du secteur privé, c'est simplement d'importer et d'apporter très peu de valeur ajoutée avant de distribuer. Mon ami Momar, ce n'est pas forcément ce que les transporteurs font, mais dans le secteur manufacturier, il y a un potentiel énorme. Par exemple, pour l'industrie du vêtement, il y a des gens qui ont les marchés des vêtements, mais qui importent de Chine, de Turquie, qui font des modifications cosmétiques et qui les mettent sur le marché. Et dans beaucoup de secteurs que je ne voudrais pas citer, nous observons les mêmes tendances. Donc, l'ASLECAF donne des opportunités, mais ça va aussi créer des appétits venant de certains pays qui vont se lier au secteur privé national, mais pour fabriquer 80-90% du produit sur les marchés intérieurs, externes à l'Afrique et venir nous fourguer ces produits. Ça, je crois que c'est un risque qu'il faut qu'on maîtrise. L'autre problème qu'il faut qu'on maîtrise, je crois que ça, notre ami Momar en a beaucoup parlé, les blocages routiers. Les blocages routiers, ça, c'est un défi énorme à l'intérieur des pays, à l'extérieur des pays, entre les pays. Dans les années 2010, nous avons lancé une étude en Afrique centrale pour étudier l'informel, mais aussi le commerce informel. Et nous avons regardé la situation d'une route reliant deux villes, une du Nigeria, une du Cameroun. C'est les villes de Ekok et Mamfé. J'aime beaucoup donner cet exemple parce qu'avant, il fallait au moins 2 jours parfois pour traverser. Il faut comprendre que c'est une région très pluvieuse. La zone de Bakassi, il n'arrête pas de pleuvoir, par exemple. Et c'est la frontière entre les deux pays. C'est un des points de frontière, parce qu'il y a beaucoup d'autres points de frontière. Alors, pour traverser cette route, parfois, il prenait jusqu'à 2 jours, surtout en saison hivernale. Et c'est une route qui est seulement longue de 70 km. Lorsque la route a été finalement faite, et tout le monde était content, mais il s'est érigé d'autres barrières. C'est les blocages dont Momar Souran a parlé et qui ont fait que les coûts n'ont pas aussi bien baissé que ce qu'on avait anticipé. Il y a d'autres coûts qui se sont constitués et qui ont complètement érodé les économies que les transporteurs et les entreprises du secteur privé qui empruntent ce tronçon auraient pu réaliser. Ça, c'est un gros souci.
L'autre souci, par contre, c'est aussi la cartélisation. Et là, je vais peut-être jeter un peu de pierre dans le jardin de notre ami Momar. Il y a beaucoup d'industries qui sont cartélisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs se mettent ensemble et fixent un prix qui n'a rien à voir avec le prix que le marché aurait donné. Landry a donné un exemple très pertinent concernant le coût du transport d'un conteneur. Et parfois, et souvent, il est plus cher de transporter un conteneur de Dakar à Cotonou que de transporter un conteneur de Chine, de la Chine à ici. Et c'est pas, le coût du transport interne, parfois, fait beaucoup plus que le coût du transport intercontinental. Mais si les choses, s'il en est ainsi, c'est parce que il y a des secteurs qui sont cartélisés, et malheureusement, peut-être qu'on aura ta réponse tout de suite, mais le secteur du transport est aussi un secteur très, très fortement cartélisé. Donc nous avons des dysfonctionnements à l'intérieur de nos États et qui se répercutent au niveau du commerce entre les pays. Les coûts des facteurs de production sont plus chers en Afrique qu'ailleurs, et ça c'est connu. Et la plus parfaite illustration, c'est la sortie du président américain. Le président américain, nouvellement élu Donald Trump, son seul critère pour ces fameux tarifs, c'est les pays ou les régions qui ont un solde commercial excédentaire vis-à-vis des États-Unis. Mais pourquoi il ne parle pas d'Afrique? Il ne parle pas de l'Afrique parce qu'on n'a pas de solde excédentaire. Il y a la SLECAF, excusez-moi, je parle de la SLECAF, excusez-moi, l'AGOA, qui est là, qu'on renouvelle. On va encore devoir renouveler en septembre. Mais quels sont les pays qui profitent de l'AGOA? Très peu. Très peu de pays. Parce qu'effectivement, il y a ce phénomène des contraintes sur les capacités d'offre, les capacités de production. Il y a de plus en plus maintenant des défis sécuritaires. Quand on parle de transport, et surtout de transport transfrontalier, mais quand Momar parlait, il insistait sur la sécurité juridique. Et ça, c'est vrai. La sécurité juridique, c'est un très gros souci en Afrique. Lorsque vous regardez les résultats des Enterprise Survey, le World Bank Enterprise Survey, la plupart des gens qui vous parlent effectivement de sécurité juridique. Les contrats ne sont pas mis en œuvre. Vous êtes en contrat avec quelqu'un, vous faites votre part du boulot, il ne fait pas sa part du boulot, qu'est-ce qui lui arrive? Rien du tout. Et les banques, même les banques n'échappent pas à cette logique. Il y a tellement de gens qui doivent de l'argent aux banques. Ce qu'on appelle les créances non performantes représentent une proportion très élevée des créances des banques. Mais tout ça, ça montre le niveau de la faiblesse de ce qu'on appelle les droits de propriété. Il y a des textes, mais la mise en œuvre des textes pose problème. Maman parlait de cette forme de sécurité juridique, mais il y a une autre forme de sécurité, plus basique, dans tous ces pays-là. Est-ce que vous ne pouvez pas muter les autres? On n'enlève que ces gens auxquels on donne la parole. OK? Excusez-moi. Pour éviter les interférences et les bruits de fond, là. Donc, la sécurité, c'est un vrai problème. La plupart des pays, si on prend l'Afrique de l'Ouest, écoutez, que vous prenez le Nigeria, que vous prenez le Niger, le Mali, le Burkina Faso, les pays côtiers, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Il y a un problème d'insécurité pratiquement un peu partout. Mais dans ces conditions-là, comment est-ce qu'on peut faire du commerce, faire circuler les marchandises et les êtres humains? Mais écoutez, je ne voudrais pas que les panélistes occupent tout le temps. On va peut-être s'arrêter là pour le premier round. On va donner la parole à l'audience. Et je voudrais recommander que ceux qui nous suivent à distance posent leurs questions sur le chat. OK? Et qu'on donne la parole juste à ceux qui sont dans la salle et qui voudraient la prendre. J'aimerais quand même savoir la composition de la ZLECAf. Parce que là, dans mes recherches, on dirait que j'ai vu un accord ou je ne sais pas, quelque chose avec un pays occidental comme la France. Ça, ce n'est pas clair dans mes recherches. J'aimerais avoir, on peut être édifié là-dessus. Autre chose, vu notre faible niveau d'industrialisation, est-ce que la ZLECAf ne serait pas quand même un problème avec les ressources naturelles?
un problème dans nos ressources naturelles. Parce que la plupart, quand même, l'Afrique a subi pendant longtemps un problème sur une déperdition de ses ressources naturelles. Est-ce que la ZLECAf, quand même, n'aura pas un problème sur les échanges inégaux au niveau de nos ressources naturelles? J'ai une question pour le professeur Malick Sané parce qu'il a tantôt souligné la fin de la première phase de mise en œuvre de la ZLECAf. Maintenant, j'aimerais savoir peut-être les conclusions que vous avez tirées ou bien les enseignements de ce qui s'est réellement passé depuis la mise en œuvre de la ZLECAf. Bon, comme je travaille là-dessus, j'ai quand même parcouru un peu la littérature, mais d'après ce que j'ai vu, quand même beaucoup d'études sur les pays de l'UEMOA ou bien de la CEDEAO trouvent des impacts quand même négatifs, pas dans le court terme, quoi. C'est uniquement dans le long terme qu'on a des effets positifs. Moi également, voilà, je suis venu ici peut-être pour consolider un peu mes résultats d'après les expériences que je vais quand même assimiler ici. Merci beaucoup. Merci, professeur. Déjà, excusez-moi, il faut aussi dire de préférence à qui votre question s'adresse. D'accord. Ok, d'accord. Merci, professeur. Je m'appelle Ella Diouf. Je suis étudiant disons, au laboratoire d'analyse. Alors, j'ai à peu près 2 à 3 questions. La première question s'adresse à Madame... 2 questions, ok. Diouf, 2. On va s'arrêter à 2. Ok. Oui, s'il vous plaît. Donc, à 2 questions. La première question, c'est pour Madame Massongué, puisque elle nous a fait, en tout cas, l'économie de la ZLECAf. Alors, je voulais juste la demander pourquoi la ZLECAf n'a pas encore adhéré à l'OMC. Pourquoi? Alors, la deuxième question, bon, je vais sauter les autres, c'est pour le professeur Sané. Alors, professeur Sané, vous avez dit que les pays ont proposé des listes concessionnelles. Alors, pourquoi ce ne sont pas les unions douanières qui vont proposer les listes concessionnelles? Par exemple, je prends l'exemple donc de la CEDEAO. Pourquoi pas les pays de la CEDEAO ne se sont pas concertés pour proposer des listes concessionnelles au lieu de, disons, qu'on laisse les pays le libre choix de proposer leur liste pour les produits concessionnels? Je suis Bintadia. J'ai fait le master PNCI sous la direction du professeur Malick Sané, ce qui coordonne. Je suis également secrétaire permanent du think tank ZLECAf à l'Institut africain de politique commerciale. Je m'en réjouis aujourd'hui de voir le secteur privé représenté. La ZLECAf, c'est pour vous. Tous les États ont négocié les accords, les protocoles. Ils ont fait le cadre juridique. Mais la mise en œuvre, c'est pour le secteur privé. Donc, je m'en réjouis aujourd'hui de voir le secteur privé représenté. Je n'ai pas de questions, plutôt des contributions. Donc, je reviens par rapport au propos de M. Souran. Il y a un dispositif qui a été mis en place dans le cadre de la ZLECAf pour les barrières. Donc, il y a une plateforme qu'on appelle Trade Barriers. Donc, chaque pays est représenté par un point focal. Donc, si un commerçant a des difficultés ou des barrières, des contraintes, ils peuvent s'inscrire au niveau de cette plateforme et faire une plainte. Et à l'instant T, il va recevoir des messages. Donc, ce dispositif a été mis en place. Maintenant, je reviens par rapport aux impacts de cette ZLECAf dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest, sous 3 volets. Il y en a des opportunités à travers l'augmentation des essences, diversification des exportations. Et il y en a aussi des défis, parce que nous avons des infrastructures limitées et une faible industrialisation. Cependant aussi, nous avons des facteurs de succès, tels que l'harmonisation de nos politiques et une mise en œuvre progressive. Je vous remercie de votre attention. Tout d'abord, je tiens à remercier les panélistes pour cette conférence de belle facture. Donc, comme nous le savons tous, nous vivons dans un continent où le taux de chômage est tellement élevé. Ma question est, quel sera l'impact de la ZLECAf sur l'emploi en Afrique de l'Ouest? Alors, je vous remercie. Et mon nom c'est Abdoulaye Won. Je suis inscrit en master politique économique au niveau du laboratoire de politique de développement. Et je remercie beaucoup les panélistes pour d'abord le choix du thème, mais c'est surtout également pour la pertinence des interventions qui nous ont permis effectivement d'avoir une compréhension beaucoup plus nette de la ZLECAf. Alors ma question, c'est juste sur les S, les zones économiques spéciales.
Alors, c'est les S quant à leur enjeu dans la mise en œuvre, tout simplement, et la réalisation des objectifs de la ZLECAf. Alors, quels sont les enjeux de ces S-là dans la réalisation des objectifs de la ZLECAf? Mais également, surtout, les défis que ça pose, que pose l'harmonisation des règles dans les S au niveau des différents pays. Voilà, pour une mutualisation des avantages au niveau de l'espace de l'Union africaine. Et on va peut-être donner la parole à Malik. Voilà, merci. Il y a quelques intervenants un peu qui ont posé une question qui me concerne directement. Bon, c'est le cas de M. El Hadj Diouf, mais je pense que effectivement notre panéliste a donné une réponse. Pour ce qui concerne les membres de la zone de libre-échange, ce sont les États. Mais il faut savoir que, comme il l'a dit, il y a plusieurs communautés économiques régionales à l'échelle continentale sur différentes régions qui disposent, comme c'est le cas au niveau de la CEDEAO, n'est-ce pas, d'un tarif extérieur commun, donc un niveau de profondeur en ce qui concerne l'intégration commerciale assez avancée. Et l'idée, c'est bien sûr de faire en sorte que ces acquis à l'intérieur des communautés économiques régionales puissent effectivement être profitables à la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Mais là, ce sont les États qui sont surtout, enfin, les membres concernés. Je crois qu'il y a autre interpellation, c'est par rapport à M. Oumar Diouf, sur les enseignements qu'on peut tirer de la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Je crois que c'est ça que j'ai dit. Au bout de 5 ans, il faut réviser l'accord, voir ce qui ne va pas, quels sont les points forts également, les points faibles. Et j'ai dit qu'il y a une évaluation de la mise en œuvre qui est lancée. Et je crois que c'est à l'issue qu'on pourra effectivement avoir les meilleurs résultats. Mais le constat est que effectivement, le niveau de mise en œuvre a beaucoup, en tout cas, tardé par rapport aux objectifs de départ. Bon, on a parlé de Covid, on a parlé d'autres chocs, mais en tout cas, le niveau d'engagement aussi des États n'est pas, en tout cas, le même. M. Sarr a demandé la composition de la ZLECAf. Bon, par composition, je ne sais pas, est-ce que c'est les pays membres, hein? Voilà, ce sont les États. Il y a 55 États en Afrique, 54 ont effectivement ratifié. Donc, il y a un seul pays, c'est l'Érythrée, hein, qui effectivement n'a pas ratifié. Le lien sur ressources naturelles et faible industrialisation, l'idée effectivement de la zone de libre-échange, c'est de renforcer l'industrialisation en Afrique. Donc, les ressources naturelles devraient effectivement permettre au continent africain d'avoir voilà, une transformation sur place. On parle de transformation structurelle, c'est ça, c'est l'industrialisation. Et l'avantage comparatif de l'Afrique, c'est que nous disposons de ressources naturelles exceptionnelles. Et donc l'idée, c'est notamment nos partenaires de les orienter vers des investissements liés en tout cas au développement industriel. Et ça, il faut effectivement disposer d'une capacité de négociation parce que la plupart des investissements étrangers se contentent seulement d'extraire les ressources naturelles et non pas de les transformer sur place, ce qui nous prive bien sûr d'emplois, ce qui nous prive de valeur ajoutée, mais également de produits mieux rémunérés, parce que ce sont les produits transformés, effectivement, qui sont mieux rémunérés. Donc, il nous faut sortir, disons, de la tyrannie des produits de base, aller dans le sens de la transformation. Pour M. El Hadj Tall, l'impact de la zone de libre-échange sur l'emploi, bon, je crois qu'il faut une étude assez poussée pour quand même donner une réponse qui serait peut-être beaucoup plus tangible. Et je pense que c'est l'occasion, avec l'évaluation des 5 premières années,
de se faire une idée. Mais dans tous les cas, il est évident qu'il y aura des pertes d'emplois, mais également des créations. Mais les créations ne pourraient résulter que, notamment, d'aller dans le sens d'une industrialisation, d'une transformation des ressources pour créer beaucoup d'emplois. Parce que c'est l'industrie qui, effectivement, a la capacité de créer le maximum d'emplois. Bon, M. Wan a parlé des zones économiques spéciales par rapport à la ZLECAf, mais les zones économiques sont logées à l'intérieur des pays. Maintenant, la zone de libre-échange offre un cadre pour les entreprises africaines. Donc, ces zones de libre-échange permettraient aux entreprises qui sont implantées là-bas d'avoir un certain nombre de facilités, peut-être de renforcer leur compétitivité, ce qui pourrait être un levier pour le commerce africain. Et c'est ça que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, Malik. Si on a un dispositif alors qu'il faille attendre 48 heures pour avoir la solution, non. Et je pense que si les États arrivent à harmoniser la réglementation, que chaque acteur sache ce qu'il doit faire, mais je pense qu'on fera intervenir ce point focal très rarement, parce que quand vous savez ce qui peut advenir de ce que vous allez faire, vous n'allez pas le faire si c'est contraire à la loi. Mon doyen, que j'appelle doyen parce que c'était l'ami de mon père, le professeur Moustapha Soura, nous a un peu égratigné, mais c'est bien. Il nous a parlé, il nous a dit qu'on n'investissait pas trop dans l'industrie. Les gens préféraient importer. Mais cela a une cause. Il y a eu des tentatives. Il y a eu la Sotiba, il y a eu Icotaf, il y a eu la Soboko. L'homme d'affaires Yilimbaï avait investi sur la Sotexka, entre Kaolack et Louga. Il y a eu d'autres tentatives. Il y a eu un investisseur sénégalais du nom de Feu Ibrahim Sen qui avait investi dans une fabrique de chaussures à la zone industrielle de Dakar. Feu Ali Saleh avait investi sur une usine de fabrication de fermetures et de boutons. Plusieurs tentatives. Mais on ne peut pas faire concurrence aux étrangers qui viennent chez nous. Vous avez maintenant sur la place publique les Indiens, les Chinois qui font venir les produits de chez eux et qui ont des coûts de production moindres que nous. Je ne sais pas comment ils font. Et si vous vous hasardez à avoir une usine sur place, ils viennent, ils vous concurrencent, ils vous phagocytent. Il faut que l'État sache ce qu'il veut. S'ils veulent industrialiser les pays africains, il faudrait protéger les investissements. Mais si on ne protège pas les investissements, tous ces gens dont je vous ai parlé, ont mis la clé sous le paillasson. Aujourd'hui, il y a la NSS de Thiès qui tente de se relever, mais il a en face la concurrence des Chinois, des Indiens, qui maintenant viennent sur place pour revendre. Et ce n'est pas normal, aller sur les allées du centenaire. Un secteur privé, il faut l'écouter pour le protéger. Donc voilà une des raisons qui font que, aujourd'hui, je préfère aller à Dubaï ou en Chine acheter, parce que je sais que si je mets 200, 300, 1 milliard sur un investissement, je ne suis pas protégé, je ne vais pas me suicider. Il faut que l'État revienne à de meilleurs sentiments et discute avec les acteurs. Ne nous laisse pas faire ce que nous voulons faire, mais tienne en compte de nos préoccupations dans la législation. Le secteur privé est confronté à un problème de législation. Quelqu'un qui n'est pas du pays peut venir lundi, mardi, mercredi, il ouvre une société à 100% capital étranger et il exploite au même titre que nous. Ce n'est pas possible. Dans le domaine de l'agriculture, vous avez vu les agroministères qui viennent, on leur octroie des milliers de terres, ils lèvent des financements sur la place internationale. Moi, je dis non, il faut convoquer la souveraineté foncière et voir comment mettre en face les investisseurs qui viennent, étrangers qui viennent, avec les Sénégalais qui sont propriétaires des terres pour aller vers un investissement. Il nous a un peu égratigné aussi par rapport aux camions. Ça, c'est normal, parce que la vétusté du parc a une explication. Vous aviez ici au Sénégal des maisons comme Bernier, Mercedes, Freslin, qui nous vendaient des camions, et nous avions 2 sociétés sur place. La Sogeca, la Société Générale de Crédit Automobile, et la Sonaga, Société Nationale de Garantie Automobile. Le marché était sécurisé, on achetait des camions neufs, on avait des retours sur investissement. Mais vous savez, le secteur du transport, c'est des services. S'il n'est pas régulé, ça va dans tous les sens. À un moment donné, nous leur avions dit que la licence d'exploitation
des camions devraient être sujets à des études pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement entre l'offre et la demande. Ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, les résultats ne sont pas bénéficiaires. Et loin, aujourd'hui, un camion qui doit transporter 35 tonnes pour aller au Mali, le tarif normal, c'est 2 millions. On y va à 1,4 million. Un camion qui fait 1200 et quelques kilomètres, qui fait aller-retour et qui revient, s'il a 400 000, vous croisez les doigts. Donc il y a un dérèglement structurel dans le secteur qui explique tout ça. Mais quand on voit les camions, aujourd'hui, aucun transporteur ne peut acheter un camion neuf si ce n'est dans le domaine de l'hydrocarbure qui est sécurisé et rentabilisé. L'État du Sénégal a tenté un renouvellement, mais qui s'est soldé par un échec parce que le marché est saturé, l'offre est nettement supérieure à la demande et il n'y a pas de régulation. Et nous avions dit à l'État, il y a 3 ans, qu'il fallait réorganiser ces secteurs. Parce que le COSEC, le Conseil sénégalais des chargeurs, avait une bourse de fret pour mettre en relation les chargeurs et les transporteurs. Le ministère des Infrastructures avait un bureau de fret. Et lors de nos entretiens avec les autorités, nous leur avions dit de procéder à la mise en cohérence du bureau de fret et de la bourse de fret pour avoir un centre national pour la gestion du fret, avec un tarif régulé par l'État. Si l'État l'avait fait, vous n'auriez pas eu ce point de vue. Et l'État ne l'a pas fait. Et c'est des choses vérifiables. Nous avons tenu des réunions au COSEC pour la mise en cohérence. Au bout de 2 réunions, les 2 qui représentaient le ministère des Infrastructures ont été déployés ailleurs. La lecture que j'en ai faite, c'est qu'ils ne veulent pas que le Centre national pour la gestion du fret soit mis en place. Et nous leur avions dit, nous allons discuter avec vous, avec le ministère du Commerce, pour qu'il y ait un tarif que nous ne pouvons pas dépasser, certifié par une lettre de voiture. Mais ça ne s'est pas fait. Donc, il y a tout un ensemble de choses aujourd'hui. Quand vous voyez... Il y a tout un ensemble de choses qui interviennent et qui font que quand vous êtes en dehors de l'exploitation, vous pouvez avoir ce jugement. Mais l'État doit protéger le secteur privé. On n'est pas protégé. Aujourd'hui, vous avez vu des applications ici comme Yango. On va me dire que c'est bien. Mais vous ne pouvez pas me vanter le patriotisme économique, la préférence nationale et laisser des étrangers détenir des applications alors que les Sénégalais peuvent le faire. Nous, ce que nous disons, il faut rénover, il faut innover, mais il faut le faire avec des Sénégalais tant qu'ils sont capables de le faire. Et le secteur privé tend la main à nos États pour qu'on puisse discuter. Les populations sont à protéger, oui, mais le secteur privé est à protéger. Mais quand je suis au même niveau qu'un étranger qui arrive, ce n'est pas possible. Vous allez dans la vallée, vous avez 2 sociétés agro-industrielles qui exportent en moyenne 500 conteneurs par an. Il n'y a pas un Sénégalais actionnaire dans cela. Et on leur a donné nos terres. 75% des terres arabes se trouvent en Afrique. On ne devrait pas avoir de problème pour une sécurité alimentaire. Mais pourquoi on a ça? Est-ce que nos États nous écoutent pour comprendre que ce qu'on veut, c'est cultiver la terre? Mais quand on investit, on a besoin d'être écouté. Il faut donner de la place au secteur privé. Nous sommes allés jusqu'à leur dire qu'il faudrait avoir un statut du secteur privé pour que vous ayez un interlocuteur direct. Parce que dans les réunions sectorielles qu'on a avec les ministères, n'est remonté à l'autorité que ce qu'ils veulent remonter à l'autorité. Alors que si nous y avions un statut du secteur privé consacré dans la Constitution, et c'est ça qui mérite d'être intangible, mais nous pourrions parler avec les autorités et leur démontrer que nous sommes capables d'aller avec eux vers un développement communautaire, mais tout en ayant toutes les garanties possibles dans la sécurité, pour la sécurité de nos investissements, pour le cadre juridique et pour autant de choses qui peuvent décourager un investisseur. On a vu ici, je ne veux pas citer des noms, des étrangers qui sont dans l'immobilier, alors qu'on peut le faire. Donc la préférence nationale, c'est un mot. La préférence communautaire, moi je dis maintenant la préférence communautaire, c'est un mot, mais c'est des actes qu'on doit poser, c'est des actes qui doivent servir d'appât pour que le secteur privé accepte d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Momar. Finalement, c'est vous qui nous aurez beaucoup appris. Alors, malheureusement, on n'aura pas de deuxième round parce qu'on est rattrapé par le temps.
Je voudrais remercier nos panélistes, ceux qui sont connectés de loin malgré leurs engagements, Waze et Landry, et notre collègue Malik Sané, qui est un spécialiste du domaine. Et malheureusement, on ne lui a pas laissé tout le temps nécessaire pour nous dire tout ce qu'il avait souhaité nous dire. Remercier Momar, qui a représenté valablement le secteur privé et aussi sa corporation. Nous avons entendu ce qu'il a dit. On va certainement continuer les discussions. Remercier tous les participants. On est en période de Ramadan, mais tout le monde est là et tout le monde est resté jusqu'à la fin. Ça prouve que les débats ont été intéressants. Je voudrais vraiment vous remercier. Et nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un autre panel sur un sujet d'importance pour le Sénégal et pour l'Afrique. Je vous remercie.